donc à ce petit atelier sur le prendre soin de soi pour un militantisme résilient. Donc vous allez voir que ça se veut assez interactif. Donc là, l'enregistrement, je vais couper les parties où c'est les personnes qui répondent. Mais l'idée de cet enregistrement, c'est de faciliter le fait de le refaire vous-même dans vos groupes locaux. Donc soit les personnes là qui êtes présentes et qui assistez, ou si vous écoutez des enregistrements. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à vous en emparer, à le mettre à votre sauce. Je pourrais vous donner aussi les ressources, enfin, l'accès aux diapos si vous voulez, etc. Donc un peu pour juste moi, pourquoi j'avais envie de proposer cet atelier. En fait, initialement, j'avais eu un atelier similaire dans le cadre pas du tout de militantisme écolo, mais une association de bénévolat. Et ça avait vraiment changé ma vision. Enfin, c'était après plusieurs années dans cette association. Et quand quelqu'un nous avait sensibilisé à ça, ça avait vraiment changé ma manière de considérer mon engagement et mon bénévolat. Et ça avait été vraiment pour le mieux. Et donc, j'avais envie de repartager ça le plus possible. Donc, pour vous présenter un peu ce qu'on va faire, donc on a déjà fait le tour d'entrée. Je vais vous faire un peu une introduction sur ce que c'est la culture régénératrice au sein de Extinction Rebellion. Et je suis très contente qu'il y ait aussi des personnes qui ne sont pas du mouvement Extinction Rebellion, c'est chouette. Puis après, on fera l'atelier en lui-même, donc avec pas mal... je vous demanderai, vous, un peu des expériences ou d'intervenir. Donc, vous pourrez le faire par écrit si vous n'avez pas de micro. Et voilà, donc j'apporte pas beaucoup de contenu vraiment moi-même et pas beaucoup de réponses toutes faites. Donc on terminera par un tour de sortie aussi pour dire comment on est après cet atelier, et on pourra poursuivre les discussions si vous le souhaitez, parce que normalement c'est un atelier assez court, donc je pense pas que ça durera jusqu'à midi. Voilà, et donc n'hésitez pas à n'importe quel moment de demander la parole ou de poser des questions. Alors, du coup, pourquoi on parle de culture régénératrice? En fait, au sein du mouvement Extinction Rebellion, c'est vraiment dans les piliers un peu fondamentaux qui sont exprimés à travers nos 10 principes. Donc, dès le 3e, il y a le fait d'avoir besoin, en tant que mouvement, d'une culture régénératrice qui se construise dans un environnement sain, résilient et modulable. Donc, c'est très large, ces définitions En fait, on peut même parler de plusieurs cultures régénératrices, mais on voit que quand même, il y a les mots sain et résilient. Donc, c'est aussi d'avoir un mouvement militant qui puisse perdurer dans la durée et prendre soin de toutes ces composantes, de toutes les personnes qui participent. Alors, ça s'est un peu structuré l'année dernière ou il y a 2 ans, en France en tout cas, avec 5 axes, donc pour essayer de voir un peu tout ce qui est regroupé derrière la culture régénératrice. Alors, donc, il y a un axe sur le fait de permettre à chacun et chacune de se sentir incluse dans le mouvement et de trouver sa place. Donc, ça va être, par exemple, les accueils nouveaux, ce genre de choses. Il y a l'axe prendre soin les uns et les unes des autres, et notamment avec toute la partie sur le soin en action, très importante. On essaye aussi de faire attention à nos rapports au pouvoir. Donc, parce que quand on parle de culture régénératrice, donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir, nous, au sein du mouvement, en opposition avec la toxicité du monde extérieur, la toxicité contre laquelle on lutte. Et donc c'est pareil, comme on a vécu dans une société avec des rapports de pouvoir importants, il y a beaucoup de chances que ça se retrouve dans notre mouvement, et donc comment on essaye de faire attention à ça. Et pareil, la question des conflits, c'est normal, dans tout groupe humain, il y a des conflits, mais justement, comment on les transforme pour que ce soit créateur et pas destructeur pour le mouvement. Et puis aussi un axe plus sur la reliance, donc se relier ensemble, aux autres, à soi, et puis aux vivants, et éventuellement à plus grand. Et donc nous, aujourd'hui, c'est plutôt l'axe sur le prendre soin qui nous intéresse. Voilà, il y a une autre un peu infographie que vous pouvez trouver sur le site internet avec un peu les différentes échelles de la culture régénératrice. Ça s'applique à qui, à quoi? En fait, à plein d'échelles différentes. Donc, en commençant par l'échelle vraiment personnelle, le soin de soi, et puis l'échelle de ces groupes, des personnes qu'on connaît dans le mouvement, aussi toutes les personnes qui participent ensemble à une action, et l'ensemble du mouvement, et puis au-delà du mouvement.
Et donc là encore, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette échelle de prendre soin de soi. Mais en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est pas du tout quelque chose d'égoïste et d'individualiste, mais c'est au contraire très important pour le bien-être général du mouvement que chacun et chacune prennent soin de soi aussi, parce que sinon, ben, on va voir, mais il y a le risque d'épuisement et de burn-out, et donc de finir par quitter le mouvement. Et donc, c'est mauvais pour tout le monde, bien sûr pour la personne elle-même, mais en fait aussi pour le reste du mouvement. Donc voilà, c'est quelque chose de collectif, même si on parle de prendre soin de soi à l'échelle personnelle. Du coup, alors on commence la partie un peu interactive. Donc là, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir au souvenir d'un engagement militant qui vous a procuré des sentiments positifs. Donc ça peut être avec votre expérience au sein d'Extinction Rebellion ou d'autres mouvements militants, voilà, ou même du bénévolat si vous n'avez pas de souvenirs militants. Et puis d'essayer de vous replonger dans la situation et de vous rappeler quels sentiments vous avez ressentis et d'essayer de réfléchir un peu à quels besoins est-ce que ces sentiments répondaient. Donc je vous ai mis ici une liste un peu de besoins, mais c'est pour vous donner des idées, mais c'est pas trop grave de vous focaliser trop dessus. Et ensuite, comme on est nombreuses et nombreux, je vous propose qu'on fasse des restitutions en deux groupes. Ouais, donc je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. L'exercice d'après, donc c'est sur le lien qui apparaît à l'écran, mais je vais vous le copier, peut-être ce sera... Voilà, je vous le mets aussi dans le chat. Donc l'idée, c'est de réfléchir et vous pouvez donc être sur Framémo et mettre sous forme de post-it, à, d'une part, ce que vous donnez dans le militantisme. Donc ça a été un petit peu évoqué, là c'est plus... vous, dans votre engagement, qu'est-ce que vous apportez et puis qu'est-ce que, entre guillemets, vous sacrifiez aussi, enfin, qu'est-ce que ça vous coûte, en fait, d'être dans vos actions militantes. Et puis, ce que vous recevez, donc là aussi, à quel besoin ça répond, qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement, individuellement. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Et j'en profite pour faire une petite pause moi-même. À tout de suite. Donc maintenant qu'on a chacun et chacune un peu réfléchi à la fois à ce qu'on apportait pour son engagement et ce qu'on en retirait, on arrive à la partie un petit peu théorique. Enfin voilà, une définition possible de ce qu'on peut appeler du militantisme soutenable, c'est quand on retire de son engagement autant que ce que l'on donne, à la fois émotionnellement, physiquement et socialement. En fait, je trouve que c'est assez important d'avoir cette idée que on s'engage, mais pas seulement pour donner de soi, mais que c'est aussi hyper important de recevoir. Et donc, que ça fait du bien de parfois se demander, se rappeler qu'est-ce qu'on reçoit aussi. Et donc, et aussi de faire attention un peu à cet équilibre entre les deux. Voilà, alors, aussi dans le reste de la partie théorique à base de petits dessins très sympathiques, en fait, c'est de se faire un peu une image mentale de cette jauge personnelle d'engagement, donc sous forme d'échelle graduée avec des couleurs. Donc là, c'est la jauge de Madame Triangle. Et donc, quand on est parfaitement bien, c'est qu'on est dans le vert, on reçoit autant que ce que l'on donne, on est pleinement satisfait de ce que l'on fait pour le mouvement et ce que l'on en retire. Bon, parfois, on est plus dans la zone bleue, donc bon, on sait qu'on pourrait faire plus. Violette, c'est que en fait, on est frustré parce qu'on n'en fait pas assez, on ne s'engage pas assez comme on le voudrait. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs à ça. Mais ce qui arrive peut-être quand même plus fréquemment, c'est qu'on commence à donner beaucoup, à s'engager beaucoup. Donc, on entre dans la zone jaune-orange. Puis, ça peut passer à la jaune-orange plus foncée où voilà, on commence à donner beaucoup de stress, de temps de sommeil. Je ne sais plus si ça s'était dit, mais... Et puis, le risque avec ça, c'est qu'on peut ne plus perdre un peu la lucidité sur son état actuel et commencer à avoir l'impression de devoir donner toujours plus. Et donc, le risque d'arriver dans la zone rouge où, en fait, là, on donne trop, et de manière grave, jusqu'à l'explosion. Donc, le petit volcan là qui fait boum, c'est le burn-out. Donc, quand on a un peu vraiment dépassé ses limites personnelles pour sa santé et sa sécurité.
Donc voilà, un petit dessin pour s'aider un peu à se repérer où on en est et savoir voilà, qu'il faut faire attention dès qu'on sent qu'on est un peu dans la zone orange, bah, que c'est important d'essayer de redescendre parce que sinon, en fait, c'est difficile d'avoir cette lucidité-là et donc on arrive facilement à la zone rouge. Quelque chose d'important aussi, c'est que c'est une jauge personnelle, donc ça va dépendre vraiment de chacun et chacune. Donc là, il y a le dessin de Madame Triangle, et puis à côté, il y a Monsieur Carré. Et on voit que lui, il n'a pas du tout la même échelle. Et donc, ça veut dire, par exemple, quand Monsieur Carré est bien, en fait, c'est un endroit où, pour Madame Triangle, c'est pas assez. Enfin, elle est pas bien, elle trouve voilà. Par contre, là où Madame Triangle est bien, pour Monsieur Carré, ça correspond à une zone orange foncé. Donc, pour lui, en fait, s'il est dans le même niveau d'engagement, en fait, pour lui, c'est beaucoup trop et c'est plutôt dangereux pour lui. Donc ça, c'est important pour éviter à la fois d'émettre un jugement que Madame Triangle considère que Monsieur Carré, vraiment, il en fout pas une. Bah, si c'est parce qu'il est au bon niveau de ce qui lui convient bien, c'est le meilleur des cas possibles et il ne faudrait pas le forcer ou l'encourager à faire plus et à dépasser ses limites. Et inversement, de Monsieur Carré, c'est aussi voilà, avoir conscience qu'il y a des gens qui sont bien avec un niveau d'engagement plus élevé. C'est un peu combattre ce mythe du militant modèle qui est partout, sur tous les fronts à la fois, etc. Et parfois, on admire, on aimerait en faire plus pour pouvoir l'égaler, mais c'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est important à se souvenir. Et aussi de se penser que ces échelles, elles évoluent dans le temps. Il y a des moments où on est à un bon niveau, enfin, on est dans le vert avec un niveau plus soutenu, et puis d'autres moments où on a besoin de redescendre. Et c'est vraiment l'idée de trouver ce qui nous convient bien à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques, des commentaires par rapport à ça, ou si on va explorer un peu ce qui se passe dans la zone rouge. Donc j'attends un peu ce que Speedy Gonzalez est en train d'écrire. Ah oui, ok. Donc la définition, du coup, c'est on retire de son engagement autant que l'on donne, émotionnellement, physiquement et socialement. Donc j'ai pas énormément creusé la référence, c'était Mélanie Joy, donc une militante pour les droits des animaux notamment. Enfin, j'ai remis la référence à la toute fin, si jamais. Ok, ça marche. Du coup, on peut continuer et aller voir un peu donc, ce qui se passe quand on entre dans cette zone rouge, qu'on va vers le burn-out. Alors, donc là aussi, c'est un petit dessin assez schématique pour présenter le fonctionnement du cerveau. Alors, donc il y a, alors, je sais plus, ça doit être là, les noms un peu plus rigoureux. Donc du cerveau reptilien en bas, là, représenté par le crocodile, lui, il s'assure des besoins fondamentaux donc de survie. Donc c'est lui voilà, qui dit qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a sommeil, donc il s'assure de nos besoins vitaux. Le petit chat, il représente le système limbique qui gère toute la partie émotion et contact avec les autres. Et puis le petit singe, c'est le néocortex frontal qui lui gère la partie plus intellectuelle, les tâches à faire, etc. Et donc, ce qui peut se passer quand on entre dans les zones oranges, c'est qu'on commence à avoir une super longue to-do list, énormément de charge mentale. Donc, toute l'énergie du cerveau est accaparée un peu par le petit singe. Donc, au niveau des émotions et du petit chat, c'est un peu les montagnes russes. On passe par un tas d'émotions. Les rapports avec les autres peuvent devenir plus difficiles et on a du mal à se retrouver soi-même. Et puis, en fait, par contre, le crocodile, il est toujours là, il a toujours faim, il a vraiment très sommeil, donc il est un peu oublié par le reste du cerveau, mais il a quand même toujours ses besoins vitaux. Et donc, ce qui peut se passer, s'il est trop longtemps oublié, il finit par faire sa révolution et dire stop. Et en fait, c'est un réflexe de protection. Si on met en danger notre santé, voilà, la nature est quand même assez bien faite de protéger d'abord notre vie et notre sécurité, notre santé. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, il met KO à la fois le système des émotions et la partie rationnelle d'organisation. Donc, il y a un peu 3 mécanismes qui sont souvent décrits dans ce type de face au danger. Donc, il y a la fuite,
Donc dans l'engagement militant, enfin ça peut juste être du jour au lendemain, ne plus donner aucune nouvelle, ne plus être là pour le mouvement. L'attaque, donc là, c'est de devenir agressive envers les autres. Et ça peut être aussi très compliqué à gérer. Ou la sidération, où on est incapable d'agir ou de faire quoi que ce soit. Et donc, dans tous les cas, évidemment, ça, c'est très, très néfaste à la fois pour la personne elle-même et pour tout le reste du mouvement ou de l'association. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas arriver là et donc de faire en sorte, en amont, d'avoir une organisation soutenable pour ne pas que les personnes risquent d'arriver à ces burn-out. Donc voilà, on va parler un peu de quelles pistes on voit, mais je ne sais pas si vous avez déjà des réactions ou questions par rapport à ces parties-là. Merci pour les dessins. Cela, c'est pas moi qui les ai faits, c'était les dessins originaux de la personne qui m'avait fait la formation il y a quelques années de cela. Bon, voilà, du coup, maintenant qu'on sait un peu ce qu'on veut éviter, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas arriver à ces situations-là? Donc, est-ce que vous voyez déjà des choses en place au sein de XR qui va dans ce sens d'organisation soutenable? Est-ce que vous avez des retours personnels à faire ou des idées d'amélioration? Voilà, je sais pas, si vous voulez, je peux prendre un peu des notes. Si ça vous tente. Je ne sais pas sinon si vous pensez que ce serait mieux de le faire avec des post-it comme on est nombreux. Donc ouais, la célébration qui avait été aussi mentionnée pendant les tours de souvenirs positifs. Le fait de décompresser. Oui, je remets aussi l'enregistrement pour dire que je trouvais aussi que ce format en fait d'atelier et ces questions-là de concrètement qu'est-ce qu'on fait pour être dans un mode d'organisation soutenable, pour moi, c'est très pertinent de se les poser aussi dans les groupes qui vraiment fonctionnent tous ensemble au quotidien. Là, on est plein de personnes qui ne se connaissent pas, de plein de groupes locaux, etc. Mais ça peut être justement assez utile de faire cet atelier vraiment dans un groupe qui a déjà l'habitude de fonctionner ensemble et de pouvoir se reposer un peu ces questions et éventuellement de décider de ce qu'on met ou pas en place. Et c'est vrai que faire l'activité des post-it, c'est aussi une bonne idée, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres propositions. Donc effectivement, de faire des choses ensemble autres que les actions, potentiellement qui n'ont rien à voir, et pour pouvoir déconnecter. Donc ça va un peu aussi avec le fait de célébrer, de décompresser. En tout cas, on pourra continuer si vous voulez les discussions après. Moi, j'avais noté aussi quelques autres pistes. Aussi, voilà, le fait de rappeler qu'on peut toujours dire non. Évidemment, enfin, le plus tôt possible, le mieux c'est, mais on n'a pas de redevabilité impérative. Donc, c'est vraiment important de le rappeler aussi quand il y a des tâches à faire. Et puis aussi, on peut aussi changer d'avis. Même si on s'est mis pour une tâche, si on s'aperçoit qu'on ne peut pas la faire, le mieux c'est de prévenir, voilà, pour pouvoir s'organiser et gérer collectivement. Mais en tout cas, ça reste une possibilité. Parfois, on peut l'oublier, on a l'impression que c'est tellement un sens de responsabilité énorme, mais c'est pour ça qu'on est ensemble et collectivement aussi. Donc, combattre justement ce sentiment d'irremplaçabilité. Et donc, ça passe aussi notamment par, si on a des compétences spécifiques, les transmettre pour ne pas être seul à pouvoir faire cette chose-là. Et donc, avoir une organisation collective soutenable en travaillant en équipe, avoir des moments de feedback où on peut s'exprimer. Donc ça rejoint les tours d'entrée et de sortie, prendre la température, se répartir les tâches, fonctionner en binôme plutôt qu'individuel, et aussi avoir des missions à durée déterminée pour savoir quand est-ce qu'on s'arrête, quoi. Donc aussi les moments de lâcher prise, de déconnexion, on en a parlé, de cohésion et de célébration. Et j'aime bien, il y a The Nap Ministry, et c'est, je sais pas,
une organisation qui considère que justement le repos, c'est une forme de résistance. En fait, c'est politique. Et parce que ça va à l'encontre de cette histoire de productivité, de capitalisme. Donc là, c'était la suprématie blanche, ça. Mouvement aussi contre antiraciste. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour cet atelier. Donc, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à le reproduire. Et j'aime bien terminer juste pour donner un peu plus d'infos si ça vous intéresse sur le groupe Culture Régénératrice, donc au sein d'Extinction Rébellion. Voilà.